Les amis, bienvenue sur Investia. Bienvenue à tous dans cet épisode du... quand est-ce qu'il sort? Le vendredi 16, le samedi 17, je pense, je la tourne un petit peu avant. En général, ça sort dans cette zone-là le vendredi 16 mai 2025. J'espère que vous allez tous bien, que vous profitez bien de ce mois de mai, que vous faites des barbecues, il fait beau, le mois de mai, le mois de juin, quel plaisir. Je suis hyper content parce que là où je suis, le mois Enfin, en fait, tous les mois de l'année, il n'y a pas énormément de tournois de tennis. Et ça me casse un peu les bonbons. Parce que j'aimerais bien plus jouer, sauf qu'en fait, je suis dans un endroit où il y a genre une assez grande ville, où il y a genre un ou deux clubs, et autour, il n'y a pas trop de clubs pour organiser des tournois. Donc il n'y a pas de tournoi de tennis, ça me fait un peu chier, mais... Le mois de juin, il y en a plein qui sont organisés, il y en a 3 ou 4. Donc là, je rentre dans une période un peu sport. Je me suis aussi inscrit à quelques trails. Ça fait du bien. J'ai fait beaucoup de sport en début d'année là pour encaisser ce qui s'est passé sur les marchés. Le sport, c'est aussi l'un des trucs les plus importants de ma vie. Et donc là, je vais voir un petit peu où est-ce que j'en suis. Je me sens bien physiquement, je suis content. Je suis prêt à casser quelques raquettes le mois prochain. Non, c'est faux, je ne casse pas de raquettes, même si des fois j'ai très très envie. Bon les amis, bienvenue dans cet épisode, vous connaissez le principe, il y a quelques mini-sujets dont on discute sur une trentaine de minutes autour de l'investissement, autour du développement, de tous les trucs que j'écris un petit peu en fonction de ce qui se passe dans ma vie d'investisseur et de créateur finance/crypto. J'essaie de plus en plus de me détacher du côté... Enfin, pas me détacher parce que j'aime beaucoup les cryptos, mais d'apporter aussi une autre touche. Je sais pas si vous avez vu par exemple la vidéo de la semaine dernière sur la dette, qui est l'une des vidéos qu'on a le plus travaillé depuis la création de cette chaîne, depuis l'iceberg. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient là, l'iceberg des cryptos? Je suis très content de cette vidéo aussi, mais je suis vraiment très fier de la dernière vidéo qui est très cinématique. On s'est vraiment plié en deux pour créer des belles animations. C'est une très belle vidéo, allez la voir si vous l'avez pas vue. Donc voilà, aujourd'hui, un peu plus de sujets investissement. On va parler du PTSD post-phase haussière, on va parler de la M2 versus Bitcoin, on va parler de la prise de profit. Est-ce que objectivement on aurait dû vendre? On va parler des real world assets et on va parler d'un autre sujet à la fin dont je vous parlerai juste après. Donc let's go. Bon podcast à tous, bonne course, bonne préparation de nourriture, bonne session de voiture, peu importe. Bonne écoute. Le 10.05, j'ai écrit et comment éviter le PTSD post-phase haussière. Le PTSD, c'est le stress post-traumatique qu'on peut avoir après des événements un petit peu traumatisants, et je pense que ce début d'année n'est pas à sous-estimer d'un point de vue émotionnel, a été vraiment très dur. On avait beaucoup d'attentes, on avait beaucoup d'envie, et au final on a vu nos portefeuilles se faire un peu ramasser. Et il y a beaucoup d'erreurs, je pense, qu'on peut éviter et qu'on doit éviter en étant conscient du fait qu'on est dans une phase de rebond, mais après une phase très difficile pour nous d'un point de vue mental, sur laquelle on peut faire des erreurs. Et je dis ça, j'ai écrit ça aussi beaucoup pour moi, dans le sens où je me suis dit, ok, bon, ça a été très dur, très traumatisant, c'est passé, c'était dur. Maintenant, attention à ne pas faire des erreurs, attention par exemple à ne pas vendre trop vite, attention à ne pas vouloir investir que dans de l'or et des bons du trésor parce que c'était trop dur, attention à bien reset. Et du coup, j'ai noté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 règles que je me suis fixées pour éviter le stress post-traumatique après cette phase haussière, pas du tout, phase baissière, post-phase baissière, je crois que j'ai dit haussière, en tout cas j'ai écrit haussière. Première règle, prendre des profits de manière graduelle. Ça, j'en parlais en fin d'année dernière, où ça va être le sujet d'après, donc je m'étale pas là-dessus. J'en parlais la fin d'année dernière, sur le fait de prendre des profits, et je sentais qu'il y avait un petit biais où t'avais pas mal de gens qui disaient non, je prendrai pas de profit, donc ça n'a pas fait x10, x15, etc. Et on a vu que les altcoins pouvaient redescendre extrêmement vite, et que nous sommes dans une phase de l'histoire de l'économie et de la géopolitique historiquement très incertaine et très fragile. Et donc, forcément, les marchés à risque n'aiment pas du tout ce type de situation. Les altcoins peuvent monter très vite et peuvent descendre très vite. D'où l'intérêt de prendre des profits de manière graduelle. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre des profits trop vite. Attention, ça peut être aussi un autre biais post-PTSD, post-stress post-traumatique. Ça va être de vouloir prendre des profits dès qu'on a un rebond. Mais
Ça va être ma règle pour la suite, prendre des profits graduellement une fois que le stress post-traumatique sera passé. Ensuite, j'ai mis garder confiance aux indicateurs solides, même si certains n'ont pas marché en début d'année. Il y a des indicateurs qui n'ont pas annoncé que la baisse allait arriver, qui ont annoncé un bear market alors qu'il n'y a pas de bear market, qui ont annoncé certaines choses. Et ouais, il n'y a pas d'indicateur magique, il n'y a pas d'indicateur ultime. Mais c'est pas parce que ces indicateurs-là n'ont pas été 100% fonctionnels en début d'année qu'ils ne valent plus rien du tout. Donc ne pas non plus remettre toute notre analyse et notre stratégie en question à cause d'un événement difficile causé par un événement géopolitique qu'on ne pouvait pas spécialement deviner. Nos stratégies est en place. Peut-être que cette période a mis aussi en lumière des phases et des points d'ombre de notre stratégie. Et donc là, je vous conseille vraiment de vous y attarder et de vous dire, ok, concrètement, comment est-ce que je me protège et comment est-ce que je m'améliore. Ça peut être une bonne façon parce qu'on apprend que en se brûlant. Mais important de garder aussi confiance aux indicateurs solides et de continuer à les utiliser, même s'ils ne sont pas spécialement marchés. Ensuite, j'ai mis... désolé, j'ai la bouche qui pique un peu, là c'est la période des pollens. Au début, c'est la période pollen gorge qui pique, et là on est au mois de mai-juin où ça doit être un autre type de pollen, et là c'est la langue qui pique, les yeux, c'est terrible. Donc vous allez peut-être entendre des petits bruits de bouche, je suis vraiment désolé. J'ai mis challenger nos sources. Certains se sont trompés, d'autres se sont pas trompés. Bon. Je vois par exemple un mec que je respecte beaucoup, Yann Darwin, qui s'est trompé. Concrètement, il a annoncé des choses, ça ne s'est pas passé comme il l'avait prévu. Bon, en fait on s'en fout, peu importe, mais ça nous permet aussi de regarder si ces gens restent des sources fiables. Et c'est pas parce que quelqu'un s'est trompé ou a eu raison que ça reste une source fiable. Par contre, quelqu'un qui, par exemple, va hurler au bear market dans ce type de situation et retourner sa veste le lendemain, vous pouvez vous dire, ok, je suis cette personne, ce média, peu importe, hein, mais j'ai vu qu'en situation compliquée, c'était peut-être pas non plus la boussole à suivre. Et à l'inverse, tu vois, je prends l'exemple de Yann Darwin, est-ce que ça reste une source fiable? Évidemment. Parce qu'il s'est pas spécialement trompé, il avait des hypothèses, et il avait une hypothèse que le marché allait reprendre, il mettait genre 15-20% là-dessus, je crois, et ça allait dans cette direction. Donc ça ne s'est pas se passer de la façon dont il pensait que ça allait se passer, ou qu'il y avait le plus de chances que ça se passe, mais ça reste aussi une source fiable, et je pense que c'est important de challenger nos sources. Suivre la liquidité. La liquidité nous a montré que c'était un élément phare à suivre pour comprendre comment les marchés fonctionnaient. Et donc, suivre la liquidité va être très important. Si on regarde le bottom de la global liquidity, il y a toujours un décalage entre la liquidité mondiale et Bitcoin, d'accord, le temps que la liquidité se déverse. Il y a toujours à peu près 12 semaines, je crois, et si on regarde le bottom de la liquidité mondiale, tu fais plus 12 semaines, c'était le bottom de Bitcoin. Donc, il y a une corrélation, c'est clair et net. Beaucoup de gens vont utiliser cet indicateur, donc il va falloir ne pas le prendre comme l'indicateur miracle, mais c'est à suivre. Mettre en place un reset mental. Repartir avec une vision claire. Ce qui s'est passé, c'est passé. C'est pas parce que j'ai fait moins 50% que je mérite de faire des gains. C'est pas parce que j'ai fait moins 50% que je vais refaire moins 50%, peu importe. Ce qui s'est passé est passé. C'est peut-être le moment de souffler un coup, on reset, on se calme et on repart dans une stratégie et une vision d'investissement qui est claire, sans avoir de stress, sans avoir d'angoisse permanente, sans vraiment prendre trop de facteurs en compte. Accepter qu'on peut et qu'on va encore corriger. Alors, là on se dit, ok, on est sorti d'affaires, Bitcoin est revenu au-dessus de 105 000, les tarifs, Trump il a allé serrer quelques mains en Chine, ok, c'est super cool. Et il y a des chances qu'on remonte. Par contre, si jamais on recorrige, il y a un monde aussi, tu vois, où genre juin, juillet, août, septembre, on les passe à Bitcoin à 90 000, il se passe rien, on se fait chier. Et ça revient avec ce qu'on disait avant, il n'y a pas spécialement de mérite. Et accepter le fait que si on corrige, on recorrige, et c'est normal, c'est le schéma classique des marchés. D'accord ? Le problème, c'est que si là on recorrige, tout le monde va crier au dead cat bounce, au fait qu'il y avait une sorte de fake montée qui en fait n'existe pas, etc. Non, calmons-nous, juste acceptons qu'on monte, c'est très bien, profitons. Mais par contre, on va encore corriger, c'est aussi un fait. Et dernier point, ne pas tomber dans une surconfiance. Personnellement, je suis très heureux de pouvoir affirmer que je suis l'un des rares, avec Paul, à avoir toujours gardé le cap de ce n'est pas le bear market. Et ça a été très dur, croyez-moi, ça a été
Vraiment émotionnellement et mentalement plus dur, je pense, que beaucoup de gens le croient. Parce que là, on était vraiment seuls contre tous et on se faisait accuser d'emmener la communauté dans le mur, etc. C'est dur, tu vois, surtout quand t'es un peu impliqué. Et donc, je suis vraiment très fier de pouvoir affirmer ça sans... Voilà, c'est ni prétentieux, ni humble, peu importe, c'est juste je suis très fier. Mais par contre, je me suis dit, ok, c'est pas parce que t'as eu raison cette fois-là que t'auras raison les prochaines fois. Et j'aurai sûrement tort la prochaine fois que j'affirmerai un truc comme ça. Donc, essaye de ne pas tomber aussi dans un biais de surconfiance où je crois que j'ai toujours raison. Parce que, je vous rappelle la leçon de la semaine dernière, soit tu restes humble, soit tu te fais rendre humble par le marché. Et je préfère commencer en étant humble. Donc c'était l'écriture du 10-05. Ah là là, mais quelle période. Alors, c'est pas du tout sponsorisé, j'aurais aimé, hein, mais le Perrier, avec le logo Roland Garros dessus, ça te dit qu'on est au mois de mai-juin, que dans je sais pas c'est dans combien de temps, dans 2-3 semaines, je vais me poser devant Roland Garros avec un petit Perrier citron comme ça, dans mon canapé l'après-midi, il fait bien chaud, c'est une folie, c'est trop bien, j'adore cette période. D'ailleurs, je fais une prédiction, je pense qu'Alcaraz va gagner Roland Garros. Voilà, finale Alcaraz. Arthur Fils peut faire un truc, hein. Je pourrais dire Alcaraz Sinner, mais je dis Alcaraz Arthur Fils en finale. Notez cette prédiction. Ensuite, le 11-05, j'ai écrit M2 versus Bitcoin. Si vous avez la vidéo, je vais vous afficher un graphique ici. C'est un graphique qu'on a vu un peu partout sur les réseaux. C'est la fameuse courbe de la M2 contre Bitcoin. Elle vient des travaux d'un gars qui s'appelle Raoul Pal, qui est un investisseur américain, et son équipe évidemment, qui ont trouvé une très belle corrélation entre Bitcoin et la M2. La M2, c'est la quantité d'argent liquide qu'il y a dans l'économie à un instant T globalement, c'est très raccourci. Et on voit que, vous voyez le Bitcoin en rouge, et vous voyez... c'est Bitcoin en rouge, et vous voyez la M2 en noir. Vous voyez que les charts sont vraiment assez similaires. En fait, si on avance la M2 de 3 mois, on voit qu'on a une corrélation très frappante avec Bitcoin. Et ça nous annonce le comportement que pourrait prendre le marché dans les 3 prochains mois. Bon, ça marche pas toujours, comme n'importe quel indicateur isolé, mais ça a beaucoup changé la vision que tout le monde avait sur le marché et ça a créé une nouvelle façon de voir les choses. Bitcoin et les actifs d'investissement classiques ne sont dépendants que d'une seule chose, la liquidité. Tout ce qu'on analyse en macro, les taux d'intérêt, les tarifs, les courbes des taux, etc., c'est uniquement, au final, pour savoir si les feux sont au vert pour que la liquidité se déverse sur le marché. Et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de regarder la Global Liquidity que la M2, parce que la Global Liquidity est beaucoup plus dynamique, et en plus elle prend en compte les collatéraux, mais c'est une mesure très intéressante, surtout que les rebonds ou les changements de direction ont toujours été assez avant-gardistes. Attention quand même à ne pas non plus prendre uniquement ça en compte. Aucun indicateur isolé ne marche, aucun indicateur n'est magique, on l'a vu en début d'année, ça n'existe pas, mais on a vu qu'il y avait une nouvelle façon entre guillemets d'investir en prenant en compte la Global Liquidity. Ah, celle-là je l'aime bien. Le 12 mai, j'ai écrit « C'est bon, vous allez prendre des profits ». Celle-là me fait beaucoup rire, je vais vous expliquer pourquoi. Tout le monde me disait, quand je faisais des lives en fin d'année, novembre, décembre, etc., qu'on allait quand même pas prendre des profits à 4000 $ l'Ether. T'imagines 4000 balles l'Ether, moi je prends des profits que quand il arrive à 8000, voire 12 000, parce que x3 sur l'Ether, c'est quand même le minimum. Il y avait ce genre de biais de surconcurrence sur la prise de profit, et si vous suivez les vidéos, j'ai rabâché la prise de profit, j'ai rabâché le fait que si t'es là et que t'as fait des x2, x3, x4, x5, peu importe, tu dois prendre des profits. Et le marché nous a montré que ça pouvait être une bonne idée, genre de ne pas écouter les gens qui disent qu'il faut pas prendre des profits à 4000 $ l'Ether et de prendre des profits. Je pense que les gens voient trop les cryptos comme une sorte de jeu vidéo où ton portefeuille doit avoir le plus de points possible. Mais non. Si tu ne retires pas d'argent de ça, tu te fais démolir. Et je parle pas des gens qui ont des bitcoins pour les garder pendant 30 ans parce qu'ils ne croient pas au dollar et ils veulent une réserve d'argent antifragile, anti-inflation, ce que vous voulez. C'est pas... Là, je parle des gens qui ont un portefeuille de crypto-monnaie qui jouent les cycles, d'accord ? Et c'est extrêmement important à comprendre pour ne pas tomber dans une quête permanente d'un portefeuille qui doit aller toujours plus haut sans jamais retirer des liquidités. J'ai fait un post Twitter qui était peut-être un peu aggro, enfin,
je sais pas, j'ai pas trop compris, qui écrit juste comme ça. C'est bon, maintenant que ça va remonter, vous allez prendre des profits pour l'interrogation. Parce que je me suis dit, je vais essayer de sensibiliser les gens, tu vois, peut-être que je peux aussi les aider dans cette direction, et si il y a des gens grâce à ce post qui peuvent prendre des profits et sécuriser de l'argent, bah j'aurais rempli ma mission. Et je me suis fait démolir. Ouais, de quel profit tu parles? Ouais, on est encore à moins 40%, ouais, tu nous prends de haut, j'ai pas compris. Je pense que beaucoup de monde était en surconfiance par rapport à la fin d'année. Et ça disait, on prend pas de profit avant minimum x10, etc. Mais non, le marché des crypto-monnaies ne marche pas comme ça. Il ne marche plus comme ça. Il faut sécuriser des profits de manière graduelle. Surtout si on est positionné sur le marché des altcoins où, oui, l'objectif est de faire des profits en dollars pour ensuite accumuler des bitcoins, actions, etc. Mais les altcoins sont un marché court terme, évidemment. Et je pense que j'ai réfléchi à pourquoi mon message n'avait pas plu. Parce que je pense qu'il y a aussi des gens qui sont rentrés assez tard dans le marché, et du coup qui sont rentrés quasiment au top. C'est le problème de ce schéma, hein, c'est que le marché monte, donc ça attire des gens, donc ils rentrent tard, donc plus de gens se font démonter. Et donc il y a deux types de profils, si vous écoutez ce podcast. Ça se trouve, vous êtes un profil qui est rentré en 2023-2024, vous avez des bons points d'entrée, vous avez pris des profits, pas assez, pas du tout, en fin d'année. Et peut-être que là, vous pouvez vous dire, ok, dès qu'on a une remontée, je peux utiliser cette leçon pour prendre des profits. Après, ça se trouve, vous êtes l'autre profil qui est je suis rentré en fin d'année, je suis en négatif, qu'est-ce que tu me parles de prendre des profits? Et ouais, je suis 100% d'accord, il n'y a aucune raison de prendre des profits dans ces situations, mais tout dépend de votre point d'entrée. Et si vous avez un point d'entrée qui est tard, qui est haut, c'est normal que ça prenne plus de temps pour que vous récupériez votre mise de départ par rapport à d'autres personnes, parce que vous avez objectivement un moins bon point d'entrée, ce qui n'est pas du tout grave, mais ce qui est à prendre en compte pour la suite. Et si vous faites partie de cette équipe-là, prenez des profits quand vous voyez que vous pouvez en prendre, parce qu'on peut descendre, comme vous le voyez peut-être maintenant, à des moins 40, moins 50, moins 60, moins 70%. Et dernier truc sur la prise de profit, c'est que j'ai fait des prédictions sur Solana. Putain, quelle erreur ça, je le savais en plus, je l'ai dit au moment où je l'ai fait. J'ai fait des prédictions sur Solana, j'ai dit qu'il irait à $1000. Je pense toujours qu'il ira à $1000. Ça, c'est pas la question. En fait, je pense toujours qu'il ira à $1000, mais ça ne veut pas dire que je ne prendrai pas de profit avant. Et surtout, ça ne veut surtout pas dire que vous devez vous baser uniquement sur cette prédiction pour prendre vos propres profits. Ça dépend uniquement d'une chose, c'est votre profil d'investisseur. Si vous visez un 30%, vous prenez des profits à 30%. Si vous visez un 50%, x2, voire plus, ça dépend. Mais tout est dépendant du profil d'investisseur. Et encore une fois, le profil d'investisseur est propre à chacun. Ah là là, Twitter. J'ai un post sur Twitter à la fin, je vous expliquerai. Le 1305. Et j'ai écrit, je vais vous la faire en anglais. Ça fait longtemps que j'ai pas bossé en anglais, donc ça va être un peu cata. The markets looks their very best when they are setting new highs. That is often the best time to sell. Le marché a la meilleure image quand il est en train de faire son top. C'est très souvent le meilleur moment pour vendre. C'est une citation de je ne sais plus qui, que je trouve très intéressante. Quand Trump est arrivé et a sorti son meme coin, le marché crypto avait vraiment l'air d'être à son prime. Il y a Trump qui arrive, la réserve stratégique, Bitcoin, les altcoins, tout est bien monté, tout se passe hyper bien, c'est magnifique. Et le piège, c'est que je pense qu'on a confondu un truc. On a tendance à vouloir vendre quand il y a de l'euphorie, et que le marché a l'air d'être à son max. Le truc, c'est que le marché a l'air d'être à son max, pas quand il nous a tout donné, mais quand il nous a donné suffisamment pour qu'on croie qu'il va encore continuer et que les prochains mois risquent d'être excellents. Et c'est là où est le gros piège, et c'est là que perso je me suis fait avoir. Et je vais faire très attention à ça. C'est de ne pas détecter, il y a trop d'euphorie, il s'est déjà passé trop de trucs. Il s'est déjà passé trop de trucs. Parce que la détection de le marché commence à puer, elle vient de il y a beaucoup d'euphorie, et en plus tout le monde pense qu'il va se passer beaucoup de choses. Et là c'est dangereux. Pour moi, le marché, à cette période-là, était dans une configuration où tout devait très bien se passer dans le futur. On a fait des nouveaux sommets, on risque d'en refaire, on va dans la direction qu'on croit tous, c'est fou. Paradoxalement, c'était le moment de vendre. Et donc, quand le marché a l'air d'être à son best,
c'est là que c'est le moment pour vendre. Quand le marché, on a cette sensation qu'il est à son meilleur et que le futur est glorieux, surtout dans les cryptos, c'est là que c'est vraiment très important de commencer à sécuriser des profits. Petit point, real world assets. Bien crypto, un peu tech, là, ça fait longtemps, je pense qu'il y a des gens aussi qui sont là pour ça. Les real world assets, c'est la tokenisation d'actifs réels sur la blockchain. C'est foutre le S&P, une action Nvidia ou Apple sur la blockchain. Ça a pas mal d'avantages parce qu'on peut trader 24/24, on peut avoir plus de profondeur, plus de transparence, etc. C'est un narratif qui a vraiment du sens. La blockchain, elle a cette valeur ajoutée d'être allumée tout le temps. Et quand vous êtes un institutionnel, le fait que vous dépendiez de la session de votre bourse, c'est un problème, parce que la nuit et les week-ends, il n'y a pas d'argent qui peut rentrer. Donc, il y a un intérêt économique. Et quand il y a un intérêt économique, bizarrement, on voit les choses s'accélérer de manière très 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 rapide. Le problème, c'est que les real world assets demandent énormément de régulation. On ne peut pas être une entité légale de tokenisation devant du trésor comme on veut. Et comment vous dire que sous Biden et sous Gary Gensler, c'était pas la folie niveau régulation. Donc tous les projets sont préparés, bien tapis dans l'ombre là, pour ressortir le jour où il y aurait un cadre un peu plus propice qui se présenterait. Et là, qui voilà, Donald. Et regardez cette charte. Les real world assets ont engendré une croissance de plus de 61% depuis le mois de janvier en termes de market cap, donc à partir du moment où Donald Trump est arrivé, et ont quasiment doublé depuis le mois de décembre. On était sur une capitalisation de 4,5 milliards de dollars pour le marché des real world assets. Maintenant, on a 9,7 au mois d'avril. Il est en train de se passer un vrai truc sur les real world assets. On a la meilleure évolution trimestrielle depuis 2022. En prenant en compte le fait que le bateau est beaucoup plus lourd, c'est clairement un narratif qui va bénéficier de l'afflux de liquidité une fois qu'on aura plus de flux, et il est très intéressant de se positionner maintenant. Vous connaissez les leaders, et si ça vous intéresse, sur Crypto Recherche, je fais des analyses comparatives, et j'ai détecté les meilleurs projets real world assets en temps réel. Je fais régulièrement des évolutions de tout ça si ça vous intéresse. C'est toujours compliqué, je préfère être très transparent avec vous, c'est que quand tu as un groupe comme ça où les gens payent pour avoir du contenu, c'est toujours compliqué de quand même donner de la qualité aux podcasts, aux gens qui écoutent. J'ai pas envie de vous teaser en vous faisant ce sujet, après en disant allez sur Crypto Recherche pour voir les meilleurs projets real world assets. Mais il y a aussi l'inverse, où il y a des gens qui payent pour un abonnement d'analyse de qualité, et donc je comprends aussi que quand tu payes un abonnement, t'as pas envie que les datas se retrouvent sur des trucs payants, parce que tu te dis quel est l'intérêt. L'équilibre est toujours un peu difficile à jongler sur tout ça, parce que j'ai pas envie de faire plus le teaser. Donc voilà, dites-moi si vous trouvez que c'est équilibré et que c'est bien, et si ça vous intéresse, rejoignez Crypto Recherche. Avant-dernier sujet, qui est peut-être le sujet le plus important de ce podcast. Est-ce que, objectivement, on aurait dû vendre? Maintenant que le marché est remonté, c'est pas mal de faire un petit point sur tout ce qui s'est passé. Est-ce que, objectivement, il fallait vendre? Quand il y a eu le même coin de Trump, pas mal de gens ont dit c'était visible, il fallait le voir, il fallait le faire, etc. Et on a eu beaucoup ce reproche de « ouais mais vous l'avez pas vu venir ». Je me suis vraiment posé cette question de premier degré, maintenant qu'on est un peu moins dans l'euphorie, et concrètement, j'en suis arrivé à la conclusion que il n'y a pas de réponse universelle à ça, dans le sens où la situation est quand même très spéciale. On est à peu près, d'un point de vue temporel, au milieu du cycle. On n'est pas dans le même schéma que d'habitude, il n'y a pas non plus une injection de liquidité énorme. On a eu énormément d'euphorie avec Trump, avec l'ATH de Solana, avec Bitcoin. Le fear and greed était très haut, donc à ce moment-là, ça puait. Donc ok, on aurait pu se dire, ouais là ça pue et on vend. Mais est-ce qu'on pouvait prévoir cette histoire de tarifs douaniers? Non, la réponse c'est non. Personne ne l'a prévu, pas même les plus grands économistes. Personne n'a prévu cette stratégie de Donald Trump en arrivant. On peut pas dire que c'était prévisible. Ça, c'est un fait. Et la question qu'on se pose, du coup, que je me suis posée, c'est qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu les tarifs? Si du coup, Trump est arrivé avec une stratégie un peu plus lisse, on a eu le même com de Trump en même temps, il y aurait eu des régulations, janvier, février, mars, avril, et s'il n'y avait pas eu ces fameux tarifs, qu'est-ce qui se serait passé? On sait pas. Mais peut-être qu'on aurait eu un Bitcoin à 130 000 et un Solana à 600 $. On ne sait pas. Donc, la question
parallèle, c'est est-ce qu'on aurait dû vendre en essayant de prédire un événement qui était impossible à prédire? Non. La réponse, c'est non. Par contre, on aurait pu vendre pour prendre des profits parce que plein d'alcool ont fait des x3, x5 en fin d'année. Ça, c'est un fait. Donc concrètement, c'est quand même assez délicat. Et encore une fois, ça dépend de notre stratégie et de notre profil. Et quand tu regardes, certaines personnes se sont quand même pas mal brûlées à jouer à ça. Je vais pas... Enfin, si je reviens vite fait sur lui, j'adore son contenu, attention. Mais Yann Darwin s'est un peu trompé en voulant faire des mouvements court terme. Sa stratégie, elle se respecte. Il a dit qu'il voulait sortir, il a dit qu'il voulait se dérisquer parce que selon lui, le niveau de risque était trop important pour rester. Et il allait regarder ce qui se passait sur le marché pour en re-rentrer. Pareil pour le CEO de CryptoQuant. Si vous n'avez pas vu, il a fait un tweet en disant « Ouais, je pense qu'on est en bear market grâce à telle ou telle data, il s'est trompé. » Et il a dit qu'il était sorti du marché, et du coup il est rentré plus haut. Mais on voit que sur ce schéma-là, cette stratégie de vendre puis de regarder ce qui se passe et de revenir n'a pas payé. Et imaginez si là vous aviez vendu à genre, allez, 90 000, 85 000, vous diriez quoi maintenant? C'est compliqué quand même, parce que t'es sorti du marché. Un gars qui voulait sécuriser ses profits parce qu'il avait une approche par le risque, il avait tout intérêt à retirer du capital du marché. Mais ça, c'est parce qu'il avait fait de beaux profits. Par contre, vendre parce qu'on pense que c'est le début du bear market dans une période d'extrême incertitude macro, c'était une prise de risque de se faire sortir du marché. Donc c'est très délicat, tu vois, comme situation. Et je pense que c'est intéressant d'y réfléchir pour les prochaines fois où on aura ce type de schéma. D'où l'importance, je pense, d'avoir une vision long terme, ou en tout cas sur plus de 6 mois. La seule raison pour laquelle, perso, je suis pas sorti, c'est parce que, et je le dis dans les vidéos, ma thèse se basait sur l'année 2025. Je l'ai dit dans toutes les vidéos, ma thèse se base sur l'année 2025. Donc ma thèse, c'était, ok, le marché pue la merde, mais j'ai un plan sur 2025, sur l'année 2025. Donc, mes pertes, je les mange parce que c'est des réactions à court terme, mais c'est pas parce qu'on a eu 2 mois de merde, donc 15% de l'année qui était dégueu, que je vais prendre des mesures en réaction à ça. Et pour le coup, c'est ce qui m'a sauvé, c'est le fait d'avoir une thèse bien appuyée qui se base sur 2025. Ça ne veut pas dire, attention, que ma thèse s'est réalisée, parce qu'on est qu'au mois de mai, et ça se trouve, on va redescendre à 65 000 et je vais passer pour un con. Et ce podcast aura mal vieilli. Mais en tout cas, c'est ce qui m'a permis à court terme de ne pas me faire éjecter du marché. Donc attention avec ces mouvements court terme, où quand on est dedans, c'est très facile de dire on aurait pu ressortir, mais imaginez que vous soyez sorti à 85 000, 87 000, les altcoins qui étaient à certains prix assez bas, on est descendu à 75 000, vous dites putain, heureusement que je suis sorti, ils sont cons, tout ça, être resté. Et là, on est remonté à 105 000, avec des altcoins qui remontent, Solana à 170 000, etc. 170 000, j'aimerais bien, mais non. Qu'est-ce que vous diriez ? C'est compliqué. Et c'est pour ça que perso, je m'amuse pas avec ces mouvements court terme et que sur cet aspect-là, je suis assez content parce que ça m'a réussi. Dernier sujet, j'hésite à arrêter Twitter. Ça, je voulais vous en parler pour avoir un peu votre avis là-dessus. C'est un réseau, Twitter, X, j'ai du mal à l'appeler X, sur lequel j'ai mis beaucoup d'énergie à monter. J'ai 35 000 abonnés dessus, j'ai un bel engagement, j'ai fait beaucoup de threads, etc. J'ai mis pas l'énergie. Mais le niveau de toxicité de Twitter est absolument inégalé. Le CTFR, le crypto Twitter français, est horrible. Et je comprends pas comment tous les mecs toxiques du monde se sont réunis sur cette plateforme, comment on en est arrivé là, mais c'est un fait. Et ce réseau me procure beaucoup de frustration. Et des fois, j'ai des datas que je pourrais donner dans des vidéos, dans le podcast que je donne sur Twitter, qui passent genre inaperçus. Et ouais, ça fait chier. C'est vraiment une drogue, Twitter. Et en fait, ma seule préoccupation, c'est niveau business. Je me pose la question, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt pour moi de rester sur Twitter? Et je sais pas. Parce que d'un côté, ça donne une présence, mais quel est l'intérêt d'avoir une présence? Est-ce qu'il y a des gens qui vont aller voir mes vidéos, qui vont aller sur Crypto Recherche, qui vont utiliser mes liens, qui vont regarder ce que je fais, tu vois? Enfin, je suis pas si sûr, tu vois. Moi, je fais pas ça sur Twitter. Je vais pas voir ce que le mec fait sur YouTube, je reste sur Twitter. Et en fait, sur Twitter, je veux juste suivre les actus de certaines personnes et je pourrais largement faire un autre compte et stop, tu vois. Et les posts que je vais faire, je les fais sur YouTube si je veux. Mais c'est trop. Là, c'est un peu trop, Twitter. Il y a eu des embrouilles, il y a eu plein de trucs. Le niveau de toxicité est juste trop.
c'est trop anxiogène. Et je pense que le move de la décennie, c'est littéralement d'arrêter Twitter. Et je vous le recommande aussi. J'ai supprimé mon compte Insta perso il y a à peu près 1 an. C'était très dur le premier mois, parce que j'y allais beaucoup. Et maintenant, je me dis c'est la meilleure décision que j'ai fait sur Insta. Pareil avec Facebook, pareil avec Twitter en perso, tu vois. Là, je me dis Twitter en pro, ça ne me procure rien. Je sais pas, je me pose un peu cette question. Et sur Twitter, je passe juste trop de temps à justifier certaines choses à des gens qui n'ont rien à faire de leur vie et dont le seul moment d'attention de leur vie et de leur journée, c'est que je leur répondais. Donc t'as des gens qui cherchent juste de l'attention en attirant d'autres haineux parce que ça fait pousser l'algorithme vu que les contenus haineux, entre haineux ils se like et du coup ça monte l'algorithme et donc ils ont l'impression d'avoir de l'attention. Enfin, l'algorithme est malsain de ce truc. Je ferai un sujet sur les réseaux sociaux parce que je suis aussi anti-réseaux sociaux, anti-TikTok, etc. Mais bref, c'est pas le sujet. Donc je me pose un peu cette question, je pense que ça sert à rien. Je sais pas si je fais ce post, en fait c'était dans mes écrits, donc je me disais que je vous lisais mes écrits. Je sais pas vous, quelle est votre représentation, si vous êtes sur Twitter, dites-moi si vous y êtes pas, parce qu'en fait quand tu y es, t'as l'impression que le monde entier est sur Twitter, et en fait tu te rends compte que pas du tout. C'est juste une mini-communauté dans une mini-communauté qui sont les cryptos. Donc je sais pas, je me pose un peu cette question, j'ai mis beaucoup de temps à monter mon post Twitter, mais les commentaires, l'algorithme, c'est trop anxiogène. Bref. Les amis, c'est la fin de ce podcast, ça fait 30 minutes à peu près, on a bien respecté tout ça. On a parlé d'arrêter Twitter. Si jamais vous voulez aller avec moi dans ce combat, ça peut être le moment aussi, comme ça on arrête tous ensemble, ça peut être aussi une bonne chose. Est-ce qu'objectivement on aurait dû vendre? Point sur les reward assets, les marchés sont à leur meilleur, on prend des profits, la M2 et le PTSD post-phase baissière. J'espère que ça vous a plu, c'était un format un peu plus investissement cette semaine, ça dépend vraiment de ce sur quoi je travaille, de ce que je fais. En tout cas, je prends beaucoup de plaisir à faire ces podcasts, je vois que vous êtes beaucoup à l'écouter de plus en plus, c'est trop cool, c'est génial, continuons tout ça. Le meilleur soutien que vous pouvez me donner, c'est en mettant un petit like, en vous abonnant sur cette chaîne secondaire, en mettant un petit commentaire aussi. Je fais vraiment ces podcasts pour la partie de ma communauté que vous êtes, qui sont, je pense, parmi les plus fidèles, les plus ultra. Donc, j'essaie de répondre à tous les commentaires. Si jamais vous en avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas. C'est un plaisir. Je vous fais des bisous, je vous embrasse et on se voit la semaine prochaine. C'était Lovig. Ciao les mecs.